Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence. Donc la webconférence du jour est à destination des chefs d'entreprise, des entrepreneurs ou des juristes d'entreprise et le sujet du jour concerne, la protection de votre marque et de vos brevets. Donc avant d'entamer cette, webconférence, juste quelques mots, pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique. C'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une très riche base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de lettres ou même des modèles de contrats. Et enfin, cet abonnement vous donne accès à une formidable équipe de juristes qui sont basés à La Rochelle et qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Enfin, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Dalmont, avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous, maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Myriam, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. C'est une fantastique opportunité de présenter en 45 minutes quelques grandes lignes juridiques relatives à la propriété intellectuelle et également de partager à toutes les personnes présentes mon expérience dans cette branche du droit qui est essentielle à toute activité entrepreneuriale. En effet, plus en plus, c'est l'évolution du droit et du monde. La propriété intellectuelle est vraiment essentielle pour les entreprises. On peut citer pour le droit des marques la marque Louis Vuitton qui est valorisée plusieurs dizaines de milliards d'euros. En réalité, c'est son pouvoir d'attraction commerciale qui est extraordinaire. On peut également citer également dans l'actualité les brevets sur les vaccins contre le Covid-19 ou la Covid-19, dont la valorisation est également colossale et qui permet de générer des revenus tout aussi colossaux. Dans un autre registre, mais c'est également de la propriété intellectuelle. On a également les logiciels qui sont très valorisés. On pense par exemple à l'iOS pour tout ce qui est les iPhones. La valorisation de ce logiciel-là est également colossale. En effet. Donc si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet questions qui est situé dans la partie à droite de la vidéo. Et je remercie vivement ma collègue Marine qui s'est présentée à vous et qui répondra donc à vos questions en vous orientant vers des dossiers ou des articles de notre site. Si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Dalmont, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation à l'écran. Je vous les recommuniquerai également en fin de webconférence. Donc, nous avions mis à votre disposition un formulaire, comme d'habitude, en amont de cette webconférence, afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une durée de 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Donc, vos questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Tout d'abord, la protection de la marque. Ensuite, la protection des brevets, les recours que vous pourriez avoir en cas de contrefaçon. Et enfin, nous conclurons par quelques cas particuliers. Donc, commençons tout d'abord par la protection de la marque et par une première question qui nous est parvenue. Lorsque j'enregistre mon entreprise, son nom est-il automatiquement protégé? Je vous cède la parole, maître. Merci Myriam. Alors effectivement, ce n'est pas en soi automatiquement parce qu'on enregistre une entreprise qu'on a une marque. Hein. Donc là, on relève plutôt de ce qui est les noms commerciaux, raison, dénomination sociale, voire enseigne pour tout ce qui est exercice de l'activité. Donc il y a tout un ensemble de signes distinctifs dont nous allons nous concentrer sur la dénomination sociale ce qui est vraiment saisi dans le P0 lorsqu'on enregistre une société. Donc, on peut avoir plusieurs fondements pour protéger la dénomination sociale. C'est en quelque sorte le nom de famille d'une entreprise. C'est son premier signe distinctif et qui permet donc de la distinguer de ses concurrents.
Donc, à ce titre, quand on enregistre une société, on doit veiller à ce que la dénomination sociale ne porte pas atteinte à des droits préexistants, qu'il s'agisse d'une autre dénomination sociale, d'une marque, etc., ou être trompeur, c'est-à-dire, par exemple, sur la nature de l'entreprise. Si on est une SARL, on ne peut pas avoir une dénomination sociale qui est fondation, parce que c'est un statut juridique spécifique qui est protégé à cet égard. Pour en revenir aux protections qui sont conférées par à la dénomination sociale, la plus commune, c'est l'action en concurrence déloyale. L'action en concurrence déloyale, c'est donc basé sur le droit commun de la responsabilité, et c'est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, c'est même un droit fondamental, la concurrence, euh, mais là, on va plus loin. C'est une forme d'abus de droit, c'est-à-dire qu'on fait un usage excessif de la liberté d'entreprendre en recourant à des procédés qui sont contraires aux règles et aux usages et qui créent un préjudice à la personne qui était titulaire, à la personne morale qui était titulaire de la dénomination sociale. Dès lors, si la dénomination sociale est distinctive, en cas de préjudice par quelqu'un qui enfreindrait les règles de la concurrence, il pourra y avoir une indemnisation de ce préjudice et on pourra éventuellement faire cesser l'usurpation d'une dénomination sociale ou l'atteinte à la dénomination sociale par un juge, éventuellement sous astreinte, avec publication du jugement si on arrive à l'obtenir. En réalité, c'est plus un droit défensif qu'un réel droit positif d'exploitation. D'accord, très bien. Alors, au moment de choisir son nom de marque, à quoi, faut-il être particulièrement vigilant, avant de déposer ce nom de marque? Alors, effectivement, pour bien choisir sa dénomination de marque, il faut avoir en tête ce qu'est une marque et quelle est sa fonction primaire. La fonction d'une marque, c'est de garantir l'origine des produits et services qu'elle désigne. Donc, avant tout, une marque, c'est un signe qui sert à distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale de ceux qui sont proposés par une autre personne physique ou morale. Il peut y avoir d'autres fonctions qui sont attachées, par exemple une garantie de qualité ou de service. On pense par exemple aux marques dans le luxe, où si on va acheter un sac Chanel, on a à l'idée une certaine qualité de service et du produit. Il faut avoir ça à l'idée parce que ça va être un facteur déterminant de toutes les règles qui s'appliquent aux marques, y compris celles nécessaires à la détermination de la dénomination. Donc, deux points principaux. Le premier, la distinctivité, c'est-à-dire qu'une marque doit être distinctive par rapport aux produits et services qu'elle désigne, parce qu'il y a la dénomination de la marque, mais qui vise des produits et services. Donc, il faut que le rapport des deux soit distinctif. La distinctivité, c'est essentiel parce que c'est apprécié par les offices tels que l'INPI lorsqu'on dépose une demande de marque. Et si l'INPI juge que la marque n'est pas distinctive, que la dénomination n'est pas distinctive par rapport aux produits et services qu'elle vise, elle en refuse l'enregistrement, totalement ou partiellement. Ça dépend quels sont les produits et services visés dans le LIBD. Donc, priorité, s'assurer de la distinctivité de la marque. Car si elle n'est pas distinctive, elle ne permet pas de distinguer les produits par rapport à ceux des concurrents. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une marque qui n'est pas distinctive? C'est une marque qui est descriptive. C'est-à-dire, elle va désigner un produit ou service par son nom commun ou l'une de ses qualités essentielles. Et ces termes-là doivent rester disponibles sur le marché. Exemple concret, un fabricant d'assiettes ne peut déposer la marque assiette pour décrire des produits d'assiette. Ça, on est dans un terme qui est essentiel pour le marché, donc on ne peut pas déposer ce type de marque. Concernant les qualités essentielles, on ne peut pas déposer une marque bon marché, assiette bon marché, pour des produits assiette bon marché, ça ne marche pas. Ou encore tranchant pour des couteaux, ça ne marche pas. Parce qu'on désigne une qualité essentielle des couteaux qui sont les produits et services visés par la marque. S'il s'agit d'une marque figurative, c'est-à-dire une marque qui a un logo, un dessin qui est inclus dedans, ça ne peut pas être le produit qui est désigné par la marque. Pour résumer, ne sont pas distinctifs les signes des dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont la dénomination nécessaire, générique, usuelle du produit ou service désigné par la marque. Les signes ou dénominations servant à décrire une caractéristique du produit ou service sur lequel la marque porte, par exemple espèce, qualité, quantité, destination, valeur, provenance géographique éventuellement aussi. Mais également, on a, et ça recouvre l'exemple sur le caractère figuratif,
Si les signes visés par la marque constituent la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, c'est une marque qui est donc descriptive et qui ne peut être protégée. A contrario, si on veut déposer une dénomination assiette pour une marque de vêtements, cela fonctionne parce qu'on est dans un choix arbitraire et il y a un lien entre la dénomination et la marque des produits qui n'est pas descriptive. Donc là, dans ce cas-là, ça marcherait. Donc, premier point, distinctivité de la marque. Deuxième point, antériorité de la marque. Effectivement, il faut vérifier que la marque, que la dénomination qu'on vise euh, ne soit pas déjà déposée, c'est-à-dire qu'elle soit disponible. Il n'y a pas déjà un signe distinctif identique ou similaire tant que la dénomination pour les produits et services qu'elle désigne. Donc, on a plusieurs signes distinctifs qui peuvent constituer des antériorités. Bien sûr, d'autres marques, mais pas exclusivement. On a également les dénominations sociales qu'on a pu étudier, c'est-à-dire effectivement un droit défensif là-dessus. Nom commercial, enseigne, appellation d'origine protégée, indication géographique, droit d'auteur, dessin modèle, droit de la personnalité, etc., etc. On en a toute une liste dans le code de la propriété intellectuelle qui constitue des antériorités potentielles. Il faut retenir que dans la majorité des cas, les antériorités, c'est les marques, dénominations sociales, noms commerciaux, noms de domaine. C'est les 4 grandes catégories d'antériorité. L'antériorité doit être appréciée selon le principe dit de spécialité des marques. C'est-à-dire qu'une marque, comme j'ai pu l'évoquer, est une dénomination qui est associée à des produits et services. Donc, l'antériorité doit être appréciée par ce prisme-là. La marque ne protège que dans ce cadre-là de spécialité. Donc, si on a deux marques identiques, si on a deux marques identiques dans leur dénomination, mais qui visent des produits et services différents, il n'y aura pas d'antériorité. Par exemple, Montblanc. Montblanc, on a Montblanc, la marque de stylo, et on a Montblanc, la marque qui vise des yaourts. Donc, on est là dans deux marques avec des titulaires différents, qui visent des produits et services différents, et même si la dénomination est identique, on n'a pas d'antériorité qui est caractérisée. Donc, ça, c'est un premier point. En réalité, l'antériorité recouvre ce que j'ai pu dire au début. La fonction principale d'une marque est de garantir l'origine des produits et services de la marque. Il est nécessaire qu'il existe un risque de confusion pour que l'antériorité soit constituée. Il y a une confusion sur l'origine des produits et services, parce que les marques sont identiques ou similaires. Si la marque est identique tant dans sa dénomination que dans les produits visés, il y a une présomption de risque de confusion qui peut permettre de remettre en cause la validité totale ou partielle de la marque. Mais il ne faut pas se limiter aux recherches à l'identique tant dans la dénomination que dans les produits et services visés. Il faut également regarder s'il y a des antériorités similaires. Le risque de confusion dans l'esprit du public peut quand même exister s'il y a des antériorités qui sont proches tant dans la graphie ou dans la rédaction de la dénomination que dans les produits et services qu'elle vise. Donc, l'antériorité n'est pas appréciée lors de l'enregistrement auprès des offices, mais elle peut remettre a posteriori en cause la validité de la marque. Et si on réalise des investissements pour faire de la publicité relative à la marque, aux produits ou services qu'on va commercialiser sous cette marque-là, et qu'on a une nullité de la marque qui peut être prononcée par la suite, c'est vraiment un enjeu essentiel. Donc, si on veut assurer la validité du projet, il est nécessaire de réaliser cette recherche d'antériorité, et surtout pour les similaires, parce que les identiques, on peut, de manière générale, les caractériser de manière assez simple. Mais pour les similaires, c'est parfois plus compliqué. C'est là où il faut se faire, je pense, plutôt accompagner, parce que il y a la classification de Nice, qui est une grande classification internationale qui détermine des catégories, des classes de produits et services. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la même classe qu'on est forcément dans des produits similaires. On peut avoir des produits dans la même classe qui ne sont pas similaires et donc il n'y aura pas d'antériorité. On peut également avoir des produits qui sont dans des classes différentes, mais qui sont similaires ou complémentaires. Par exemple, on parle de complémentarité entre des produits et services quand ils sont nécessaires l'un avec l'autre, comme l'est une souris avec un ordinateur. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont complémentaires. Et donc cette complémentarité implique un risque de confusion dans l'esprit du public, parce que quelqu'un qui a une marque
qui commercialise des ordinateurs peut également commercialiser des souris. Et s'il y a un concurrent qui a déposé une marque visant des souris, le risque de confusion existe. Donc, je pense que j'ai fini sur ce point-là, mais effectivement, il y a un risque d'action en contrefaçon par la suite, de nullité de la marque. On s'expose, si on a déposé une marque avec des antériorités, à beaucoup de risques juridiques. Alors, juste une réaction d'une de nos internautes, plus précisément. Donc, vous avez parlé d'une société qui fabrique des assiettes qui ne pourrait pas s'appeler assiette. Vous avez parlé de critères géographiques qui ne doivent pas être pris en compte. Et elle nous dit, pourtant, le slip français a bien déposé sa marque et ils vendent des slips français. Comment c'est possible? J'ai parlé d'appellation d'origine contrôlée. C'est un régime très particulier du Code de la propriété intellectuelle euh, qui n'est applicable qu'à certains types de produits. Et il faut réussir à caractériser. Il y a tout un cahier des charges à répondre, à établir, et que ce soit accrédité ce n'est pas l'INPI, c'est un office un peu spécifique qui liste toutes les appellations d'origine protégée qui sont reconnues, comme le champagne par exemple. Donc, slip français, on est sur autre chose. D'accord. Alors, on passe à notre question suivante. Que doit-on faire pour déposer une marque? Combien coûte le dépôt de la marque auprès de l'INPI et combien de temps la marque est-elle protégée? Donc, préalable essentiel, on l'a vu, apprécier la distinctivité de la marque par rapport aux produits et services envisagés et rechercher les antériorités. Cela doit être fait avant toute démarche auprès d'INPI. Ensuite, euh, donc ça nécessite de déterminer préalablement la dénomination de la marque, définir le libellé, c'est-à-dire sur quel type de produit et service on veut aller. On apprécie la distinctivité par rapport aux deux. On effectue la recherche d'autorité et on réalise le dépôt auprès de l'INPI, par exemple. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est remplir un formulaire en ligne en identifiant la dénomination, les classes visées, les produits et services visés. Et on peut tout à fait se faire assister dans ce cadre-là. Et, euh, et le coût est relativement limité auprès de l'INPI. Une marque avec une seule classe, c'est 190 € et ensuite il faut compter 40 € par classe supplémentaire. À titre personnel, moi je recommande à mes clients de viser en général 3 classes, ça peut suffire pour une activité assez simple. Ça couvre plusieurs parties de l'activité et ça suffit. Une classe, ça peut être de manière générale insuffisant. Une fois que la marque est publiée, la protection est de 10 ans à compter de la date du dépôt, sachant qu'on peut renouveler les marques tous les 10 ans en payant les redevances et en théorie, une marque peut avoir une protection qui n'a pas de limite temporelle tant qu'on renouvelle et qu'on n'a pas eu d'action en nullité ou qu'il n'y a pas eu de déchéance de la marque pour d'autres raisons. Très bien, merci beaucoup. Alors, les démarches sont-elles identiques si on souhaite protéger sa marque uniquement en France, uniquement dans les pays de l'Union européenne ou au niveau mondial? Et quand a-t-on intérêt à protéger sa marque à l'international? Alors, donc si on veut uniquement une protection en France, c'est le point qu'on a déjà traité, c'est les démarches auprès de l'INPI. Si on veut protéger au niveau de l'Union européenne, il y a un système particulier qui existe qui dit les marques dites de l'Union européenne, qui est un règlement européen qui prévoit ce régime-là, et c'est auprès de l'UIPO qui est l'équivalent européen de l'INPI. Donc les coûts d'enregistrement sont un peu plus élevés parce que ça confère une protection dans tous les pays de l'Union européenne. C'est 850 € pour une classe et c'est 900 € pour deux classes. Et ensuite, chaque classe supplémentaire, c'est 150 € en plus. Il faut savoir que le UIPO est, en tout cas, dans la pratique, on trouve que le UIPO est beaucoup plus exigeante que l'INPI en tout cas, dans les critères de distinctivité d'une marque. Donc, c'est parfois plus difficile d'obtenir une marque au niveau de l'UIPO qu'au niveau de l'INPI. Donc, c'est sur la nécessité de passer par le UIPO, c'est un peu casuistique, c'est une appréciation au cas par cas, parce qu'il est également possible de formuler des demandes directement auprès des offices des États dans lesquels on veut exercer son activité. Par exemple, est-ce qu'on doit passer par le UIPO qui est quelque chose de parfois plus sélectif, ou est-ce qu'on fait une demande directement auprès des deux pays dans lesquels on veut aller? Bon, ça c'est assez casuistique et ça dépend des cas, des marques et ce point-là peut se discuter. Sur le caractère international des marques,
premier préalable, il est nécessaire d'avoir déjà une marque dans un pays qui est membre de l'accord dit de Madrid. C'est-à-dire qu'il faut avoir une marque, par exemple, en France ou auprès de l'UIPO. Ensuite, il faudra demander une marque dite internationale. Cette marque ne confère pas en tant que telle une protection. C'est un préalable qui permet ensuite de déposer des demandes dans tous les pays membres, potentiellement, de l'accord de Madrid. Et chaque institut national procédera à une évaluation des critères de la marque, distinctivité, etc. Donc, une marque qui est valable en France ne l'est pas nécessairement aux États-Unis. Donc, mais il faut nécessairement passer, il vaut mieux passer par l'accord de Madrid. Ça permet d'avoir système qui regroupe toutes nos marques et qui permet au fur et à mesure, si on étend son activité, de viser de nouveaux pays. Cependant, sur l'opportunité de prendre une marque internationale, certes, ça permet d'étendre au fur et à mesure de son activité, mais il faut être conscient du coût d'une telle extension. Parce que certes, il y a le coût qui est relativement limité, je crois que c'est de l'ordre de 1500 € pour une marque internationale. Mais ensuite, dans chacun des pays, il faut repayer les frais et éventuellement se faire accompagner, ce que je recommande parce que vu que les critères d'appréciation ne sont pas uniformisés selon les États, il faut mieux se faire accompagner par un correspondant local. Donc, l'intérêt, c'est qu'on envisage une extension d'activité à l'international et qu'on veut progresser au fur et à mesure et protéger sa marque dans chacun de ces états. Ça permet également d'avoir des antériorités qui sont reconnues parce que les dates d'enregistrement de la marque initiale sont prises en compte, sont des critères un peu spécifiques. Et il faut savoir que c'est relativement onéreux et qu'il faut quand même viser des pays dans lesquels on va opérer une activité parce qu'à défaut d'exploitation, une marque au bout d'un certain temps est dite déchue. C'est aussi au bout de 5 ans, on n'exploite pas une marque, on ne peut pas opposer ça à quelqu'un qui voudrait déposer une marque identique et l'intériorité qu'elle constituerait ne fonctionne plus. Donc voilà, envisager son activité et les pays qu'on veut viser et qu'est-ce qui est le plus opportun pour son développement. Très bien, merci beaucoup. Alors, en plus du dépôt de la marque, que peut-on protéger? On peut penser à des logos, par exemple. Et à quoi doit-on faire attention concernant le nom de domaine, pardon, des sites internet? Oui, donc les marques, c'est vraiment un outil très intéressant, mais il n'y a pas que ça. On peut également déposer des dessins et modèles. Un logo aussi, ça peut être déposé à titre de marque, ça peut être protégé en tant que tel. Si c'est un logo qui est original, il sera protégé par le droit d'auteur. Et sur un secteur d'activité, j'ai déjà pu l'évoquer rapidement, il y a aussi des indications ou appellations géographiques d'origine protégée. Et ça, c'est vraiment des critères très spécifiques. Il faut avoir un ancrage régional bien particulier qui crée en sorte que le produit ne puisse être créé que dans un endroit géographique spécifique. Mais il y a aussi le secret des affaires, par exemple, qui peut être aussi mis en œuvre. Mais on a également les brevets d'invention, mais on y reviendra dans une autre partie. Concernant les noms de domaine, c'est des signes distinctifs. Ils n'ont pas en soi de régime propre. Il y a des textes épars, mais il n'y a pas un corpus unifié concernant les noms de domaine. Donc, en soi, ils ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle. Donc, pas d'action en contrefaçon spécifique à la propriété intellectuelle, mais par le droit commun de la responsabilité. Pour rentrer plus précisément dans le cadre de votre question sur l'enregistrement du nom de domaine, de ce qu'il convient de faire attention. J'ai relevé quelques points, c'est-à-dire il y a des exigences de composition du nom de domaine qui peuvent varier. Combien de lettres, combien de chiffres, où sont mis les tirets, ça dépend des pays. Et c'est à vérifier lors de l'enregistrement. Leur distinctivité, on a déjà pu l'évoquer tout à l'heure sur la notion de distinctivité, mutatis mutandis la même ici, ce n'est pas une condition nécessaire à l'enregistrement, mais ça peut renforcer la protection sur le fondement du droit commun qui est l'action en concurrence déloyale. Si le nom de domaine est trop générique, donc s'il n'est pas distinctif, il peut être considéré comme relevant d'une certaine manière du domaine public et on pourrait envisager une action qui tendrait à le rendre à la disposition de tous. Autre chose, évident, mais le nom de domaine doit être conforme aux bonnes mœurs, à l'ordre public, ou ne pas viser des termes interdits ou réservés. Termes interdits, j'entends par exemple le racisme. Concernant la disponibilité ou les antériorités du nom de domaine, là également, il n'y a pas d'examen par la FINIC, qui est l'autorité en France qui s'en occupe
lors de l'enregistrement. Mais si le nom de domaine est déjà réservé, en tout cas dans d'autres pays, on peut s'exposer à différentes actions. Revendications, on peut avoir des actions qui amènent à un transfert de la titularité du nom de domaine, ou encore, par exemple, en contrefaçon, si c'est la dénomination d'une marque, par exemple. Très bien, il y a un petit conseil, pratique qu'on peut donner effectivement, c'est, si vous achetez votre nom de domaine en .fr parce que vous lancez votre activité en France, n'hésitez pas à réserver aussi votre nom de domaine en .com ou en .co.uk si vous voulez, ouvrir votre marché en Angleterre, par exemple. Ça vous évitera des déconvenues, le jour où vous souhaiterez, étendre vos activités. Ouais, le cyberspotting. Alors, abordons maintenant la protection des brevets. Quelles sont les conditions à remplir pour déposer un brevet et pourquoi déposer un brevet? Donc, euh, tout d'abord, qu'est-ce qu'un brevet? Un brevet, c'est un droit exclusif qui est accordé par un État à son titulaire pour protéger son invention et lui permettre de l'utiliser, d'exploiter, et donc d'exclure les tiers qui pourraient en faire l'utilisation sans son autorisation préalable. Et lui permettre de le monétiser, soit en le cédant, soit en conférant des licences. Donc par principe, un brevet est accordé pour 20 ans. Il y a des extensions de protection qui sont possibles dans certains cas spécifiques. C'est un peu technique là-dessus, c'est des catégories, donc on va pas rentrer là-dedans. Pour les conditions pour l'obtention d'un brevet. Euh, Là encore, il n'y a pas de liste exhaustive et universelle. Chaque pays a un peu parfois des règles spécifiques. Par exemple, en Europe, les logiciels ne sont par principe pas protégeables par les brevets, sauf cas particulier, mais par un droit d'auteur spécifique. Aux États-Unis, les logiciels sont théoriquement, c'est en train de se restreindre un peu, mais ils sont protégeables par les brevets. Donc on voit là qu'il y a des deltas selon les pays. Cependant, il y a des conditions qui sont transversales et qui sont applicables quels que soient les pays. Première, l'invention doit être nouvelle. C'est une appréciation objective. Elle doit présenter une caractéristique nouvelle par rapport à ce qu'on appelle l'état de la technique dans le domaine considéré. L'état de la technique, c'est la somme de toutes les connaissances dans ce domaine technique particulier qui est disponible. Donc, si on est nouveau, il faut avoir eu en premier l'idée de cette invention et appréciation par rapport à l'état des connaissances. Il faut un point qui est fondamental ici, ça m'est déjà arrivé de voir ça et ça fait pas plaisir. Il ne faut pas divulguer quand on a une idée d'invention préalablement à la demande de brevet. Sinon, vous pouvez constituer vous-même votre antériorité. Parce que si vous avez communiqué dessus, ça peut faire partie de l'état de la technique. Et si, on le verra par la suite, les inspecteurs qui instruisent la demande de brevet voient que vous avez communiqué dessus, des informations suffisamment précises sur son fonctionnement, ça constitue une antériorité. Donc c'est malheureusement courant. Il faut y faire attention. La nouveauté est appréciée de manière très stricte. Une invention, certes, c'est la nouveauté, mais ça doit également faire preuve de ce qu'on appelle, de ce que le Code de la propriété intellectuelle appelle une activité inventive. Une activité inventive, c'est-à-dire que l'invention ne doit pas être évidente. Ne doit pas être évidente pour quelqu'un qui est un spécialiste moyen de la matière. Ce qu'on appelle une personne du métier ayant une connaissance moyenne du domaine technique en question. C'est-à-dire que le technicien moyen ne doit pas considérer votre demande d'invention comme étant quelque chose qui est de pratique courante dans le métier. Donc, il faut une activité inventive, il faut un apport réel à l'état de la technique considérée. Sinon, on n'est pas éligible à la protection par les brevets. Donc, nouveauté, activité inventive, mais surtout, notamment, l'invention doit être susceptible d'une application industrielle. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être utilisée dans un but industriel ou commercial, et au-delà de la simple théorie. Parce que la théorie en soi n'est pas nécessairement protégeable et ça reste une idée qui est de libre parcours en réalité. Donc, un brevet nécessite une application concrète de l'invention à l'échelle industrielle. On peut, par exemple, aussi obtenir, pour rendre vraiment concret, des brevets dits de perfectionnement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un brevet qui existe et notre invention consiste simplement à améliorer ce brevet-là, à améliorer l'invention. Donc là, on peut protéger cet apport qui a une application industrielle. Qu'est-ce qu'on a également? On peut également
viser ce qu'on appelle l'application nouvelle. On a un brevet qui vise un domaine technique particulier, et nous, on se rend compte qu'en fait, ce brevet-là, cette intervention-là, peut être appliquée dans un domaine nouveau. Donc là, on a une nouvelle application industrielle qui permet d'avoir un brevet spécifique là-dessus. Donc, pour récapituler, invention nouvelle, activité inventive, application industrielle, mais également doit être brevetable dans le pays considéré. C'est ce que je pouvais évoquer par rapport au logiciel. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels les méthodes de traitement médical ou les programmes informatiques sont exclus de la brevetabilité. Dans d'autres pays, c'est autorisé. Ça, c'est quand on fait des extensions de brevets ou des demandes spécifiques, c'est quelque chose de fondamental à regarder. Quelque chose qui est aussi plus pratique, c'est-à-dire que quand on présente, quand on divulgue l'invention auprès de l'office, il faut le faire de manière très très claire et complète, de manière en fait à permettre à une personne du métier et à une connaissance moyenne du domaine technique en question de pouvoir faire fonctionner l'invention, la reproduire. Si on ne fait pas ça, la demande de brevet sera refusée. Donc là-dessus, il faut se faire accompagner par un professionnel. Il y a des ingénieurs spécifiques par domaine d'activité qui accompagnent sur la formulation des brevets et sur l'appréciation de tous ces critères-là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a pu voir les quelques grandes conditions d'obtention d'un brevet qui sont transversales. La procédure est lourde et complexe, parce que en fait, un brevet, c'est quand même potentiellement 20 ans de monopole sur une invention. Donc, c'est certes pour récompenser les investissements dans la recherche, et donc c'est un droit très fort, mais il y a des conditions très, 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 très strictes pour pouvoir obtenir cette protection-là. Très bien et effectivement, ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels parce que là, sur Le les brevet, brevets, c'est vraiment, très compliqué. Alors néanmoins, on va poursuivre et on va essayer de se dépêcher parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing. c'est avec lui. Hem, du coup, enfin pour expliquer, rapidement les quelles sont les étapes clés, du dépôt de brevet et comment, étendre la protection, du brevet à l'international justement. Donc, étape clé. Il faut réaliser une étude de l'état de la technique dans le domaine de l'invention considérée et conserver le secret. Ça, on l'a déjà vu. Ensuite, si l'invention répond aux critères déjà énoncés, on demande le brevet par un formulaire spécifique auprès d'INPI. Ça se fait en ligne. Donc là également, je ne reprécise pas, mais sur toutes ces étapes-là, il faut se faire accompagner parce que c'est vraiment très compliqué. Euh, donc la demande, elle doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Titre de l'invention, indication du domaine technique dans lequel on veut déposer, description claire de l'invention, préciser l'objet pour lequel la protection est demandée. Donc après, l'INPI va examiner la demande d'un point de vue administratif au sens strict et d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, qu'est-ce que fait l'INPI? Elle va établir un rapport de recherche préliminaire qui va, qui va évaluer l'état de l'art par rapport à l'invention et l'INPI va fournir un premier avis sur la profitabilité de l'invention. Cette opinion permet d'interpréter le rapport de recherche et de pouvoir apprécier la nouveauté de l'invention et de l'activité inventive. Donc c'est indicatif, mais il faut toujours y répondre parce qu'il y a toujours des choses qui sont soulevées. Et si on ne répond pas lors de l'examen définitif, ça peut entraîner un rejet de la demande de brevet. Notamment s'il y a des antériorités qui sont citées. Parfois, il est même obligatoire d'y répondre. Et si on ne le fait pas, la demande de brevet est automatiquement refusée. Ensuite, suite à ce rapport préliminaire, le dépôt de brevet est publié au bulletin officiel de la propriété industrielle. Euh, une fois que cette publication est effectuée, il y a des tiers qui peuvent formuler des observations auprès de l'INPI. C'est-à-dire que si l'INPI a fait son rapport, mais n'a pas découvert certains aspects, ces tiers peuvent les soumettre à l'INPI. L'INPI peut, à la suite de ces observations, vous les communiquer. Là, vous pouvez y répondre également. Et l'INPI fait son analyse finale. Donc, elle fait le rapport de recherche dit définitif en prenant en compte tous les différents échanges qu'il y a pu y avoir. On peut faire évoluer sa demande de brevet au fur et à mesure si on se rend compte que certaines revendications ne sont plus pertinentes. Et si l'INPI le juge comme répondant à tous les critères, le brevet est délivré si on paye bien sûr la redevance qui doit être payée dans les 2 mois, sinon il y a un rejet automatique. Et une fois que la redevance est payée, le brevet est publié. Concernant l'extension internationale, on est assez proche du modèle qui existe dans le droit des marques. Il n'y a pas en soi de brevet mondial international qui confère une protection dans tous les pays. Il y a des offices régionaux. Il y a l'Office européen des brevets qui vise plus ou moins le périmètre de l'Union européenne.
il y a un peu la même situation en Afrique. Après, voilà, il y a quand même un mécanisme de brevet international à travers l'OMPI, qui est l'organisme international de la propriété intellectuelle. Donc, quand on dépose un brevet en France, on a un délai de priorité pour étendre le brevet à l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'antériorité sur notre brevet parce qu'on l'a déposé à un moment. On formule la demande auprès de l'OMPI par une procédure. Et là, on a 18 mois, on décide les pays vers lesquels on souhaite l'extension du brevet. Donc, deux phases. On obtient un brevet international et ensuite on fait les extensions dans les États que l'on souhaite viser. Mais on peut parfois aussi faire des demandes directes si on n'envisage pas une activité internationale, on peut faire des demandes directes dans les offices. C'est vrai que le fait d'avoir un brevet international, ça permet d'étendre l'antériorité, de pouvoir viser plus précisément les pays dans lesquels on veut implanter son activité. C'est apprécié au cas par cas. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et combien ça coûte le dépôt de brevet? Parce que c'est assez onéreux, me semble-t-il. Certains abattements sont-ils prévus et si oui, dans quelles circonstances? Oui, donc en France, dépôt d'un brevet, c'est 650 € hors frais d'accompagnement. Sachant que chaque année, il faut payer une taxe sur le brevet et qu'elle augmente chaque année. Donc c'est 38 € les 5 premières années, mais à la 20e année, c'est 790. Ça semble peu, mais si on a un brevet qu'en France, c'est supportable. Si on a un brevet international, ça peut vite être très onéreux si on ne l'exploite pas suffisamment, si on n'a pas de licence dessus. Pour les réductions, 50% sur les principales redevances de la procédure, mais limitativement accordées. Personnes physiques, PME de moins de 1000 salariés, dont le capital n'est pas détenu dont au moins 25% du capital n'est pas détenu par une société ne répondant pas à ces critères. Vous êtes une PME de moins de 1000 personnes, vous êtes en fait possédé à 25% par une boîte du CAC 40, vous ne pouvez pas en bénéficier. Autre exception qui vise les organismes à but non lucratif, enseignement ou recherche, qui bénéficient de cette réduction. Pour le brevet international, il faut compter environ 3 000 € pour un brevet international, outre les frais d'accompagnement dans les démarches. Ensuite, il faut rajouter les taxes et frais locaux qui sont variables selon les pays, pareil, les frais d'accompagnement. Effectivement. Alors, autre cas qui se produit assez fréquemment, lorsqu'un salarié fait une découverte qui peut être brevetée, qui est le titulaire du brevet? Le salarié ou l'entreprise qui l'emploie? Donc là, on a 3 cas de figure de manière générale. On a l'invention de mission, c'est-à-dire on a un contrat de travail en bonne et due forme qui comprend une mission inventive permanente d'études de recherche, contrat de chercheur par exemple. L'employeur est seul titulaire de l'invention. L'inventeur est cité dans la demande de brevet comme étant l'inventeur, mais il n'a pas de droit sur le brevet. Par contre, il a droit à une rémunération supplémentaire qui est fixée par la convention collective, l'accord d'entreprise ou le contrat de travail le cas échéant. Donc, premier cas, invention de mission. Deuxième cas, invention hors mission attribuable. Donc, c'est des inventions autres que celles de mission, mais qui présentent un lien avec l'entreprise car elles sont dans son domaine d'activité. Elles sont faites par le salarié dans le cadre de l'exécution de ses fonctions et grâce aux moyens de l'entreprise. Par principe, le salarié en est titulaire. Cependant, l'employeur peut se la faire attribuer. Il a un droit d'attribution ou un droit d'attribution donc de la titularité du brevet, ou alors uniquement la partie jouissante. Donc, il peut forcer à obtenir une licence d'exploitation. Cependant, il doit compenser en payant le juste prix aux salariés du brevet. Donc, invention de mission, invention hors mission attribuable, et troisième cas, hors mission non attribuable. Donc là, c'est des inventions à réaliser en dehors de toute mission confiée par l'employeur et qui n'ont aucun lien avec l'entreprise. Le salarié en est seul titulaire et l'entreprise ne peut pas revendiquer de droit dessus. Le salarié en fait ce qu'il veut et il en retire tout seul les bénéfices. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors abordons, maintenant la partie, relative à la contrefaçon. Quel recours avons-nous en cas de contrefaçon et quelles actions doit-on mener, pour, constituer un dossier? Donc, la contrefaçon, c'est l'action à responsabilité spécifique en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Par principe, elle a une double nature, c'est-à-dire elle est à la fois un délit civil et à la fois un délit pénal. Donc, on peut
en théorie, choisir le juge civil ou pénal où on dépose plainte. Donc, dans tous les cas, il faut se ménager des preuves, c'est-à-dire réaliser un constat d'huissier, achat en boutique, sur Internet, etc. Rassembler des catalogues, des documents de communication, des photos des produits contrefaisants. Éventuellement, réaliser une saisie contrefaçon ou collecter, quand c'est possible, des informations complémentaires. Volume de la contrefaçon, bénéfices réalisés, identité, lieu d'effraction, etc. Le maximum d'informations. Euh, Là, il vaut mieux se faire accompagner dès le début quand on a ce genre de doute-là sur, sur le caractère contrefaisant de produits ou services. Parce que ne serait-ce que pour faire une saisie contrefaçon, en fait, il faut demander l'autorisation préalable à un juge. C'est une procédure très particulière qui a des délais qui peuvent entraîner la caducité de la saisie. Et la saisie contrefaçon, c'est essentiel pour saisir les documents commerciaux qui permettront d'évaluer le préjudice en cas de contrefaçon reconnue in fine. Euh, Ensuite, on peut engager une action civile ou pénale. Action civile, assignation devant un juge pénal, on dépose plainte et il y a une instruction derrière. Pour le sélection entre les deux actions, il faut savoir qu'au civil, on a souvent plus de dommages et intérêts. L'action pénale, c'est quand il y a un risque pour le public. Par exemple, on a des produits qui sont importés qui ne répondent pas aux normes européennes. Ou alors, c'est des politiques d'entreprise. Dans le luxe, on va très très souvent au pénal. D'accord, très bien. Et les peines encourues en cas de contrefaçon, quelles sont-elles? Pour les sanctions pénales, par principe, c'est 300 000 euros et 3 ans de prison maximum. Confiscation des produits, amende de 1 ou 2 fois la valeur de la fraude. Il peut y avoir des circonstances aggravantes si c'est de la contrefaçon organisée, par exemple, on peut le coupler à d'autres délits. Euh, L'action civile, comme l'action pénale, mais l'action civile permet de faire interdire les actes de contrefaçon, percevoir des dommages-intérêts, faire publier le jugement si on arrive à l'obtenir du juge. Bon, dans les deux cas, tous les produits sont en général détruits. Très bien. Alors, nous abordons notre dernière partie, donc je suis désolée, on va terminer un tout petit peu en retard, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Il nous reste juste 3 petites questions. Alors, une question que nous a envoyée l'un de nos internautes. Dans le cadre d'une TUP, suite à une acquisition d'une entreprise, devons-nous faire des démarches pour, de nouveau protéger la marque commerciale? Pour préciser, donc, une TUP, c'est une transmission universelle de patrimoine. C'est une modalité de transmission de société. Il y a une société qui absorbe le patrimoine de l'autre pour simplifier. Donc, par principe, il y a le transfert de tout le patrimoine, dont la propriété intellectuelle. Cependant, s'agissant des marques, quand il y a un transfert de marque, il est nécessaire de réaliser une publicité de la cession auprès de l'INPI pour la rendre opposable au tiers, parce qu'il y a un registre le registre de l'INPI comprend tous les titulaires de marque. Donc, à défaut de publication de l'acte de cession, la société absorbante ne pourra pas se prévaloir de sa titularité sur la marque, et donc ne pourra pas agir pour défendre la marque en contrefaçon, par exemple. Donc, il faut publier l'acte de TUP pour la rendre opposable au tiers. Là, Donc en soi, la marque est toujours protégée, mais il faut pouvoir justifier du transfert. très bien, donc il y a vraiment une action à mener pour, Oui. pouvoir continuer d'exploiter cette marque. Alors, une autre, question particulière. Comment protéger une méthode d'apprentissage de langues étrangères, sachant que la méthode est un mixte entre des cours en vidéo, et ce sont des contenus originaux et des supports originaux, numériques sous le format PDF? Donc, une méthode d'apprentissage de langue étrangère n'est pas protégeable au titre des brevets, mais on peut envisager le droit d'auteur. Si elle répond aux conditions d'octroi du droit d'auteur, c'est-à-dire elle doit être originale, c'est-à-dire qu'il y a l'empreinte de la personnalité de son auteur dessus. Bon, empreinte de la personnalité, c'est très clair et très flou à la fois. Donc, la jurisprudence interprète ça comme étant des choix arbitraires faits par l'auteur. Donc, être original, peu importe la forme de la création, tant qu'elle est matérialisée, que ce n'est pas une idée, on peut accéder à la protection. Il n'y a pas d'autres conditions préalables. Le simple fait de créer une œuvre, si elle est originale, permet de bénéficier du droit d'auteur et donc d'avoir la protection et de pouvoir agir en contrefaçon si quelqu'un reprend cette méthode-là. Donc, si le contenu de la méthode, les courants vidéo, les supports numériques témoignent de l'empreinte de la personnalité de son auteur par des choix arbitraires, elle est susceptible de protection. Très bien, et là encore, ne pas hésiter à se faire accompagner, par un professionnel, pour pouvoir protéger, sa méthode.
Alors, dernier cas qui nous a été soumis, dans une petite ville de province, une boucherie existe depuis une dizaine d'années. Cette boucherie s'appelle La Belle Viande. J'essaye de prononcer correctement parce que ça se joue au niveau de la graphie uniquement. Donc, La belle viande en 3 mots. en 3 mots, une viande qui est belle. Et un concurrent vient de s'installer à quelques mètres de cette boutique et a nommé sa boutique La Belle Viande. Là, on parle du label comme un label rouge, par exemple. Dans ce cas-là, un recours est-il possible? Donc oui, là, ça recoupe ce qu'on a pu dire au tout début. Donc, fondement de l'action en concurrence déloyale si la dénomination sociale est distinctive. Donc, finalité, compenser le préjudice passé, faire cesser le trouble pour l'avenir, éventuellement sous astreinte. À ce titre, le juge peut forcer le changement de dénomination sociale de la deuxième société, par exemple, parce qu'elle porte atteinte à la première. Cependant, il faut une distinctivité de la dénomination prétendument usurpée. Il faut qu'il y ait un risque de confusion dans la dénomination de la société usurpante, c'est-à-dire le signe usurpant doit entraîner un détournement de clientèle de la société victime. Cela implique plusieurs choses. Les sociétés doivent exercer dans un domaine d'activité similaire. Il n'y a pas de concurrence déloyale entre deux sociétés dont les dénominations comportent des termes identiques, mais l'une transforme des légumes et l'autre vend des souvenirs, par exemple. Donc, ça implique un deuxième point, il faut qu'elle soit proche territorialement. Dans l'appréciation de détournement de la clientèle et de la concurrence déloyale sur cet aspect-là, il faut une proximité territoriale. Très bien, ce qui est le cas là, puisque a priori, ils sont dans la même commune. Et merci beaucoup, maître, pour vos éclairages. J'espère que ce format vous aura plu à tous et à toutes et que vous aurez obtenu réponse à vos questions. Et Marine vous transmet actuellement un lien qui vous permettra de nous donner, enfin nous donner votre avis, oui, pardon, sur cette webconférence. Alors, je vous retransmets les coordonnées de Maître Dalmont. N'hésitez vraiment pas à le contacter pour tout conseil juridique. Et comme on a cessé de le dire au cours de cette webconférence, la propriété intellectuelle, c'est un domaine du droit qui est vraiment très complexe et il faut vraiment absolument pas hésiter à se faire accompagner juridiquement. Comme annoncé au début de la webconférence, vous avez également la possibilité de poser gratuitement votre première question gratuitement à nos juristes. Là encore, Marine vous transmet le lien via la fenêtre de chat. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à notre prochaine webconférence qui aura lieu le 16 novembre à 14 heures. Donc, elle s'adressera aux employeurs, aux responsables de ressources humaines, aux élus de CSE. Jury Travail a souhaité cette année s'associer à la Semaine européenne du handicap en entreprise. Et cette webconférence s'intitulera donc Handicap en entreprise, tous mobilisés. Marine vous transmet également le lien d'inscription par chat. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions après votre inscription afin que nous les communiquions aux intervenants qui seront présents à cette webconférence. Donc, merci encore à vous, Maître Dalmont, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. C'était un plaisir, Myriam, et j'espère avoir fourni en tout cas des clés de compréhension aux différents auditeurs. Et je reste bien sûr disponible pour ceux qui pourraient avoir des questions plus précises dans le domaine de la propriété intellectuelle. Très bien, merci encore, maître. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.